Salut. Il y a des gens, beaucoup, qui courent après la fortune. Quelques-uns qui désirent le pouvoir, souhaitent le contrôle. Et puis, il y a ceux qui veulent tout, sans concession, peu importe ce qu'il adviendra de vous au passage. Des gens qui seraient prêts à construire un monde où la vie de la majorité ne compterait plus tant que le leur primerait, où la démocratie deviendrait un bug, où la surveillance serait une vertu, où la technologie ne servirait que les puissants, où la survie de tous serait optionnelle. Should the human race survive? You're hesitating. Yeah, well, Yes? I don't know. I would. Cet homme, peu d'entre vous, je pense, qui regarderont cette vidéo ne l'auront reconnu du premier coup. Alors que lui, au contraire, sait beaucoup de choses de vous. Please join me in welcoming Mr. Peter Thiel. If anyone knows a lot about big tech and its power and its potential dangers, it's Peter Thiel. Il est parmi les 100 personnes les plus riches du monde en 2026. Sauf que Peter Thiel, lui, contrairement à certains de ses semblables comme Elon Musk par exemple, ne cherche pas à séduire les projecteurs. C'est même plutôt tout l'inverse à vrai dire. Parce que Peter Thiel s'en fout d'être populaire ou aimé. Non, lui préfère tisser sa toile patiemment sans que vous n'y accordiez trop d'attention. OpenAI, Meta donc Facebook et Instagram, Spotify, Palantir, Airbnb ou encore SpaceX. Et ce ne sont que les plus connus. Rares sont les boîtes de la tech américaine dans lesquelles Thiel n'a pas au moins une griffe. Ayant grandi dans une ville néo-nazie, figure de proue des Lumières sombres dont l'objectif affiché est de créer un technomonarque parmi les soutiens des premières heures de Donald Trump, Thiel avance ses pions et attend son heure, et il commence à être pressé. Parce que Peter Thiel a peur. Peur du déclin de l'Occident, peur de ne jamais parvenir à devenir immortel, peur de l'apocalypse et de l'antéchrist. Et ce n'est même pas une image. Alors pour le traquer, il est prêt à investir toute sa fortune colossale, à vous mettre tous sous surveillance s'il le faut, quitte à achever la démocratie sur la route. Mais quel est son plan? Que veut vraiment Peter Thiel pour l'humanité? Qui est vraiment cet homme qui cherche à tout prix à rebattre les cartes du pouvoir? Et y aurait-il encore seulement un moyen de l'arrêter? Francfort, Allemagne de l'Ouest, le 11 octobre 1967. C'est ici que naît Peter Thiel. Mais il n'y restera pas bien longtemps. Alors que le petit Peter n'a que 1 an, les Thiel déménagent aux États-Unis, en Ohio plus exactement. Certains articles expliqueraient le départ de la famille d'Allemagne de l'Ouest peu après la naissance du jeune Peter pour s'éloigner du processus de dénazification qui battait alors son plein dans l'ex-pays fasciste. Et le prochain déménagement des Thiel appuie un peu cette théorie. Parce qu'après seulement 3 ans sur le sol américain, ils bougent de nouveau, cette fois-ci en Afrique. D'abord du Sud, alors en plein apartheid, régime ségrégationniste raciste en faveur des Blancs qui divisait la société en fonction de ta couleur de peau. Puis en actuelle Namibie, ancienne colonie allemande, elle aussi à ce moment-là sous apartheid. Et plus précisément ici, dans la ville de Swakopmund. Or, Swakopmund n'est pas une ville comme les autres. Dans les années 70, c'est surtout un repère notoire de néo-nazis. Un journaliste du New York Times de passage là-bas à l'époque écrira dans les colonnes du célèbre journal qu'on pouvait y faire des saluts nazis dans les rues et célébrer la naissance du Führer sans que ça ne dérange personne. Les boutiques souvenirs y vendaient des mugs et des drapeaux aux couleurs du Troisième Reich. Le paternel Thiel, Klaus, dont on sait qu'il était très conservateur, avait entraîné sa petite famille-là pour y travailler en tant qu'ingénieur dans une mine d'uranium. Mine réputée pour exploiter dans de très mauvaises conditions la main-d'œuvre noire. Enfin, il est bon de mentionner que durant toute son enfance en Afrique, son père prendra soin de l'inscrire dans des écoles toujours strictement blanches, dont une à Swakopmund exclusivement germanophone, stricte, et qui pratiquait les châtiments corporels. Voilà où Peter a grandi, dans un environnement fait de dominés et de dominants, où lui et sa famille étaient avantagés juste par leur couleur de peau, jusqu'à être entourés pendant plusieurs années de nostalgiques du régime fasciste d'Adolf Hitler. Les Thiel resteront dans la région pendant plusieurs années jusqu'aux 10 ans de Peter. Nous sommes alors en 1977 et la famille retourne enfin aux États-Unis, entre San Francisco et San José, à Foster City. Peter, adolescent, est un petit geek. Il adore Donjons et Dragons, mate et remate le Seigneur des Anneaux, et c'est une brute aux échecs. Il est si fort qu'à 12 ans, il est le 7e meilleur joueur de sa catégorie de tous les États-Unis, ce qui lui vaudra des années plus tard d'affronter Kasparov dans un match amical, mais on n'en est pas encore là. Peter est qui plus est excellent à l'école. Il est intelligent et il le sait. Alors sans surprise, une fois le lycée terminé, il parvient à intégrer la 2e meilleure université au monde à cette époque, derrière Harvard, Stanford, pour y étudier la philosophie et le droit. Et à Stanford, il y a un rituel lorsque t'arrives. Devant toute la classe, chaque élève doit se définir en un mot. Et quand vient le tour de Peter, ses camarades se rappellent encore, sûrs de lui, lorsqu'il se contenta de prononcer « intelligent ».
Sur le plan purement des résultats, sa scolarité va se dérouler sans accroc. En revanche, sur le plan social, ça va être un peu plus mouvementé. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, Peter a des opinions à l'opposé de celles majoritaires sur le campus de Stanford. Lui se sent conservateur, là où l'écrasante majorité des universitaires californiens de l'époque sont plutôt des progressistes démocrates, donc plutôt de gauche. D'où ses premières opinions politiques lui viennent-elles ? C'est difficile à dire. Certains les attribuent à ses parents, d'autres à des désaccords virulents avec des camarades de promo, parfois à ses lectures comme Ayn Rand, Arendt ou Girard, ou même simplement à l'envie d'être à contre-courant. Ou bien peut-être est-ce un peu tout à la fois. Steele pense différemment, et il veut répandre ses idées. Alors c'est aussi à Stanford qu'il va commencer à affirmer sa vision du monde auprès des autres. Celle qui l'emmènera de nos jours à jouer sa menaçante partition dans l'ombre, et moi à vous en parler. Accrochez-vous, parce que déjà début des années 90, Steele était radical. Il fut rapporté qu'il défendra auprès d'autres étudiants que l'apartheid dans lequel il a vécu était un régime économiquement sain, ce qu'il niera avoir dit plus tard. C'est aussi à Stanford qu'il fonde avec 11 autres étudiants conservateurs un journal, la Stanford Review. Une revue qui tiendra durant ses quelques années d'existence des propos ouvertement homophobes, cocasses quand on sait ce qui suit, vous verrez, voire carrément racistes. Dans un des numéros de cette Stanford Review, Steele et ses camarades prendront également la défense d'un étudiant accusé, puis condamné pour viol. Ok, c'est un aperçu de ce qui arrive. Malgré tout, il poursuit et conclut ses études en 1992, où il est diplômé de la prestigieuse université. Diplôme en poche, il déménage à New York et enchaîne quelques travails. Assistant juridique, avocat, trader, rédacteur de discours. Mais s'il traverse les États-Unis, il ne perd pas pour autant contact avec ses anciens camarades de Stanford aux mêmes idées que lui. Non, c'est même avec l'un d'entre eux, David Sacks, aujourd'hui membre de l'administration Trump en tant que crypto-tsar, qu'il poursuivra d'étaler ses opinions dans un livre, The Diversity Myth, paru en 1995, dans lequel les deux hommes étayent que la diversité menace la société occidentale, que le racisme n'existe presque pas aux États-Unis et que les universités comme Stanford sont des usines à fabriquer des cerveaux de gauche. Un livre dont il s'excusera des années plus tard à propos des passages les plus sulfureux. Bon, un petit journal universitaire et un bouquin presque confidentiel, c'est bien, mais ça restait léger. Si Steele voulait aller plus loin pour diffuser sa vision du monde, il allait falloir se donner les moyens de ses ambitions. On arrive en 1996, et après plusieurs années dans le milieu pour lequel il a pourtant étudié, Steele n'est pas plus emballé que ça par l'univers du droit. Il ne s'y voit plus vraiment faire carrière. Vient alors probablement une des décisions les plus importantes de sa vie, changer de voie. Peter Steele quitte New York, retourne sur la côte ouest, parvient à lever pour aux alentours d'1 million de dollars auprès de proches et de sa famille pour tenter de s'improviser investisseur. C'est beaucoup, c'est radical, mais ça va payer. Rapidement, un schéma va se dégager chez lui, investir très tôt dans des projets auxquels pas grand monde ne porte d'attention. Parmi ses premiers investissements, le projet d'un jeune informaticien, Max Levkin, qui consiste à relier des données bancaires à des appareils mobiles connectés à Internet. Peter Steele investit et en 1998 naît PayPal. Un an seulement après sa création, PayPal fusionne avec une autre entreprise de paiement en ligne concurrente, X. I think X.com could absolutely be a multi-billion-dollar bonanza. Propriété d'un jeune Elon Musk alors âgé de 28 ans. L'idée derrière cette fusion, créer un monopole surpuissant. Parce que comme Steele aime souvent à le rappeler, Competition is for losers. les dirigeants et certains employés de PayPal de cette époque sont aujourd'hui tous pratiquement devenus des monstres. Musk, bien sûr, mais aussi Sacks, actuel crypto-tsar de Trump, rappelez-vous, Reid Hoffman, futur créateur de LinkedIn, ou même Steve Chen, co-créateur de la plateforme sur laquelle vous regardez sûrement cette vidéo, YouTube. Et Steele, bien sûr, pour ne citer que. Autant de futurs gros poissons qui seront plus tard connus sous le nom de la PayPal Mafia. Après, PayPal a changé la vie de beaucoup de monde en ligne, au point d'être encore une référence aujourd'hui en 2026. En même temps, c'est très pratique, notamment pour se faire régler ses factures sur Internet. Et du coup, est-ce que ça serait pas le bon moment pour vous parler du fait qu'Odoo, le partenaire de cette vidéo qui propose une large gamme d'applications, dont une de facturation, intègre directement PayPal dans sa solution. Avec Odoo Facturation, tu peux créer et éditer des factures super détaillées. Comme souvent avec Odoo, c'est super facile. T'ajoutes juste ton client, service ou produit et tu ajustes les modalités de facturation. Puis la facture peut ensuite directement être envoyée depuis l'app. Tu peux suivre le paiement, relancer tes clients, gérer les notes de crédit, envoyer un lien à tes clients pour qu'ils puissent régler directement en ligne via Stripe, Adyen ou PayPal justement. Tout est super bien fait, pratique et pensé pour respecter la nouvelle législation française sur la facturation électronique obligatoire qui entrera en vigueur en septembre 2026. Avec Odoo, la toute première application que tu utilises est gratuite à vie, incluant un hébergement et un support en illimité. Et si tu veux avoir accès à toutes les autres applications, comme celle pour créer ton site internet dont on a déjà parlé, gérer son inventaire ou encore faire sa compta, c'est
c'est à partir de 19,90 par mois. Si Odoo peut t'aider à structurer, organiser, faire grandir ton business ou même juste mieux gérer ta facturation, je te mets un lien en description. Et encore merci à eux de m'accompagner sur cette vidéo. Aujourd'hui, PayPal n'a plus grand chose à voir avec Peter Thiel. Et pour cause, il avait vu juste. En fusionnant avec X pour créer un monopole seulement 4 ans après son existence, en 2002, PayPal attire l'œil d'un géant. eBay rachète l'entreprise pour 1,5 milliard de dollars. Sur cette somme, Musk touchera 180 millions, Thiel 55. De quoi rembourser ses proches et passer à la vitesse supérieure. Jusqu'ici, au-delà d'être conservateur sur les questions sociales, économiquement, Thiel a toujours été un libertarien. À savoir qu'il considérait que les États ne devraient se retirer qu'à leurs fonctions les plus primaires possibles. La loi du marché en alpha et en oméga et la liberté totale des individus en ligne de mire, en dépit des inégalités titanesques que ça pourrait créer, creuser et entretenir. Cette opinion venait selon lui d'un constat simple. Pour Thiel, l'Occident était en déclin depuis les années 70. Les voitures dataient du siècle dernier. Petit, il était fasciné par le Concorde, cet avion franco-britannique supersonique qui ne s'imposera jamais. Son père bossait dans le nucléaire, un secteur de pointe à l'époque, dont on n'arrivait pourtant pas à débloquer rapidement la fusion. En somme, depuis plus de 30-40 ans, l'humanité n'innovait plus, et Internet n'était pas suffisant. Et lui, il mettait tout sur le dos de la bureaucratie, des contraintes écologiques, des normes, d'où ses désirs de dérégulation totale, le libéralisme à l'extrême pour relancer l'innovation humaine. Mais son premier paradoxe allait voir le jour en 2001. Lorsque 2 avions de ligne percutèrent le World Trade Center de New York et un 3e le Pentagone. Parce que si pour Thiel, il s'agissait encore d'un énième symptôme du déclin de la civilisation qu'il constatait, il y vit aussi une opportunité de business inégalée qui allait qui plus est influencer sa vision du monde pour le restant de ses jours. Parce que, dans une Amérique pétrifiée par la menace terroriste, quel meilleur business plan que de forger le bouclier contre l'épée du fanatisme. Alors en 2003, Thiel et plusieurs associés fondent Palantir. Le nom est emprunté à la pierre de vision de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, une pierre qui permet d'observer dans le temps et l'espace ce que bon nous semble. Un Palantir qui sera rapidement mis au service des forces gouvernementales américaines, celle-là même qu'ils considéraient encore nuisible quelques années auparavant, il leur donnait dorénavant la pierre de vision. Le fonctionnement de Palantir est encore aujourd'hui difficile à saisir, mais en bref, l'entreprise agrège des quantités phénoménales de données, aussi disparates que de la biométrie, des bilans de santé, des conversations sur les réseaux sociaux, des images satellites, des appels téléphoniques et j'en passe pour établir des profils, évaluer des risques, tout savoir, tout traquer, tout observer. Le tout, ce qui n'était évidemment pas encore le cas en 2003, boosté par de l'intelligence artificielle. Le nom de son offre destinée au gouvernement est tout trouvé, Gotham. En parallèle, Thiel poursuit son ascension financière avec de nombreux investissements. Ainsi, 1 an tout juste après avoir fondé Palantir, en 2004, Thiel rencontre alors un tout jeune Mark Zuckerberg qui vient de créer une petite boîte qui cherche des capitaux pour se développer, The Facebook. La société du jeune Zuckerberg est alors valorisée à seulement 4,9 millions de dollars. Thiel injectera 500 000 $ dans la plateforme, en faisant le tout premier investisseur externe de la boîte, en portant avec lui 10,2% de ce qui allait devenir le plus gros réseau social de la planète. En 2008, lorsque SpaceX enchaîne les explosions lors des décollages de ses fusées, que personne ne croit en cette société privée qui ne dépendrait quasiment que de contrats gouvernementaux pour faire de l'argent, alors que son actionnaire principal, Elon Musk, qu'il connaît bien, commence à être à court de cash, qui vient apporter 20 millions de dollars. Peter Thiel vient de ses fonds d'investissement. En 2010, Spotify n'a que 4 ans lorsque Thiel et ses fonds y misent des millions, alors que l'entreprise de streaming musical galère encore avec les majors pour exister. La même année, il mettra des billes dans Stripe. Aujourd'hui, plateforme de paiement colossale que vous avez même sûrement déjà utilisée en achetant des trucs sans le savoir sur internet. 3 ans plus tard, en 2013, il réitère dans le secteur bancaire avec une start-up innovante dans les transferts internationaux, Wise. Et si c'est trop obscur pour vous, sachez que la même année, alors qu'Airbnb cherche à lever des fonds pour survivre, que leur logo est encore ce truc. Thiel et ses fonds y posent pour 150 millions de dollars pour lui permettre de continuer de grossir en faisant le titan que vous connaissez aujourd'hui. Et plus récemment, il verra aussi juste en misant très tôt sur OpenAI entre autres. Et là, je ne m'attarde que sur les mouvements les plus emblématiques et puis les entreprises les plus connues, mais la liste de ces investissements est longue, très longue.
Et vous avez peut-être remarqué quelque chose. Un mot qui est la formule de Peter Thiel pour s'enrichir. Des fonds de gestion spéculative, mais surtout d'investissement. C'est ça que fait Peter Thiel, ce dans quoi il est passé maître. Monter des boîtes, lever des fonds, parfois les siens personnels, et investir là où il pense que ça vaudra le coup. En 2026, à l'heure où j'écris cette vidéo, par ordre chronologique, Thiel a participé à fonder Clarium Capital Management, son premier, aujourd'hui fermé. Founders Fund, avec lequel il injecte tôt dans de petites boîtes et qui a généré une majorité de sa thune. Valar Ventures, plutôt porté sur la fintech internationale. Thiel Capital, pour gérer son argent personnel, et Mithril Capital Management, encore une référence au Seigneur des Anneaux, pour des boîtes plus développées. Et je vous passe les entreprises pour lesquelles il joue un rôle de conseil, celles dans lesquelles il a des parts et donc un avis à donner parce que ce serait sans fin. Mais par exemple, il était d'ailleurs encore au conseil d'administration de Meta jusqu'en 2022 pour ne citer que ça. Mais retenez juste ça, Thiel fait de l'argent avec de l'argent. Et il est très doué. Certains l'estiment même plus doué que l'investisseur légendaire de la génération précédente, celui que l'on surnomme l'oracle d'Omaha, Warren Buffett. Aujourd'hui, en 2026, la fortune de Peter Thiel est estimée à 27-29 milliards de dollars. Maintenant que vous savez d'où il vient, qui il est, une partie de ce qu'il pense et comment il est devenu riche, je pense qu'il est grand temps de vous parler de pourquoi vous devriez vous en inquiéter. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Peter Thiel est gay. Et c'est pas lui qui a décidé de faire son coming out en public. C'est le site People Gawker qui le fera pour lui. Dans un article publié en 2007 et titré « Les gars, Peter Thiel est totalement gay ». Le papier mettra le milliardaire hors de lui. Dès lors, il qualifiera partout le magazine d'Al-Qaïda de la Silicon Valley. Mais que fera-t-il réellement? Portera-t-il plainte publiquement contre Gawker pour obtenir gain de cause? Si vous avez bien écouté jusqu'ici, vous savez que non. C'est pas le genre de Thiel. Non. Plutôt, il jouera ses pions en fond et financera discrètement tous ceux qui iront contre Gawker en justice pour les noyer sous les procédures jusqu'à éventuellement parvenir à les achever. Et il est rancunier. Et ça paiera. 5 ans après l'article le concernant, en 2012, Gawker publie la sextape du catcheur ultra connu, star de télé-réalité, Hulk Hogan. Et Thiel paiera, comme pour tant d'autres avant lui, les frais d'avocat du showman, à hauteur de 10 millions de dollars. Dans cette affaire, Gawker perdra et sera condamné particulièrement sévèrement à dédommager Hulk Hogan de 140 millions de dollars. Le site ne peut pas payer et dépose le bilan. Well, they picked the wrong guy this time. À l'époque, ça a suscité beaucoup de débats sur la liberté d'expression, pourtant sur le papier cher à Thiel. Le milliardaire est aujourd'hui connu pour ses contradictions, de la naissance de Palantir à rebours de l'idéologie libertarienne, jusqu'à entre autres l'utilisation de la justice pour tuer la liberté de la presse. Mais ce sont des contradictions qu'il consent à faire lorsque ça l'arrange. Mais bref, l'affaire Hulk Hogan, ça peut prêter à sourire, parce que c'est une affaire de sextape un peu graveleuse. Mais si je me suis attardé dessus, c'est pour que vous compreniez la façon de procéder. Que même si vous n'en entendez pas parler, il agit. Alors qu'arriverait-il maintenant si Thiel s'appliquait à obtenir aussi sérieusement ce qu'il veut dans des domaines un peu plus sérieux qu'une affaire de cul? 2008 est une année importante pour la politique américaine. Après 2 mandats de George W. Bush Jr., un nouveau président va être élu aux États-Unis. Yes, we can. Thank you. Côté démocrate, ce sera Barack Obama qui entrera dans la course au bureau ovale. Pour les républicains, lors de la primaire, un candidat se revendique clairement libertarien. Son nom, Ron Paul. I'm the most conservative member here. I have voted, against more spending and wasting government than anybody else. Son surnom, Docteur Non. Non à l'impôt sur le revenu, non au ministère de l'Éducation, non à l'ONU, non au FMI, non à l'OTAN, non aux aides humanitaires, non aux politiques fédérales de lutte contre la drogue, non aux subventions, non à sa propre pension d'élu, et j'en passe. Un homme qui dira d'Abraham Lincoln, président abolitionniste américain, qu'il aurait mieux fait d'acheter les esclaves et de les libérer, ce qui aurait évité de faire 600 000 morts, et dont le New York Times avait retrouvé des propos racistes, homophobes et antisémites dans les newsletters militantes. Il s'en défendra, mais peu importe, un ovni total, pas grand monde ne mise sur lui, sauf Peter Thiel. Mais Ron perdra. McCain sera le candidat des Républicains et échouera lui aussi face à Obama. 2012, même scénario à peu de choses près, vous remplacez juste McCain par Romney. Puis vient 2016. I am officially running for president of the United States and we are going to make our country great again. Et un type au teint plus orangé que la normale. Multimilliardaire enchaînant les frasques plus polémiques les unes que les autres. Well, we have some of the dumbest leaders in the world. Sur qui, au départ,
Pas grand monde ne mise non plus. Un nouvel ovni. Son nom, Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. A tsunami is coming. His name is Donald Trump. Peter Thiel, lui, sera son premier soutien, à une époque où toute la Silicon Valley ne lui avait pas encore prêté allégeance. Il était à l'époque le seul à voir son salut en Trump. Il le soutient publiquement partout où il le peut et finance pour 1,25 million de dollars sa campagne présidentielle. La suite, vous la connaissez. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. Thiel suggéra plusieurs personnes d'une droite dure libertarienne à intégrer au président parmi ses conseillers. Mais il sera pas plus impliqué que ça dans ce premier mandat. Vient alors 2020. Biden arrache l'élection présidentielle sur fond de Stop the Count vociféré par tout MAGA et d'un Capitole assailli. Et enfin, 2024. Des Trumpistes plus remontés que jamais et le retour du républicain à la Maison-Blanche. Donald Trump will become the 47th President of the United States. De ce second mandat, deux choses vont changer pour Peter Thiel. La première concerne son business. En 2025, Palantir, qu'il a fondé en 2003, rappelez-vous, est plus efficace que jamais. Et avec Trump de retour au pouvoir, les contrats pour sa boîte vont exploser. 900 millions de dollars de contrats rien qu'avec le gouvernement US signés en très peu de temps. Un record pour Palantir. Parmi ces deals, le Pentagone est un très gros client, mais aussi l'ICE, la police de l'immigration très controversée américaine. Le Washington Post titrait récemment « Dans l'Amérique de Trump, Palantir gagne gros ». En 22 ans d'existence, la société de Big Data de Thiel a accumulé un certain nombre de polémiques. Mais qu'importe, elle fleurit. La France, quant à elle, est aujourd'hui le 3e plus gros marché de Palantir. Mais ce n'est pas la seule boîte dans laquelle Thiel a beaucoup d'argent qui va voir son carnet de commandes exploser. Il y en a une autre, que je n'ai pas encore mentionnée jusqu'ici, fondée en 2017, et qui intéresse aussi beaucoup Trump. Anduril Industries. Encore une énième référence au Seigneur des Anneaux, puisqu'il s'agit du nom de l'épée légendaire d'Aragorn. Voyez Anduril comme ce que SpaceX est à la NASA, mais pour l'armement. Barracuda, des missiles de croisière longue portée, Ghost, des drones modulables de renseignement, Menace, de la Jeep ultra connectée de reconnaissance et de brouillage dernière génération, Eagle Eye, des casques connectés augmentés pour les fantassins, Copperhead, une torpille intelligente ou Seabed, un système de surveillance pour les fonds marins, et bien d'autres joyeusetés. Et surtout, Lattice, le système d'exploitation militaire qui identifie, gère, surveille et décide sur fond d'intelligence artificielle pour tout cet armement. Depuis que Trump est revenu au pouvoir, Anduril a signé pour plusieurs centaines de millions de dollars de contrats avec les différentes branches de l'US Army, faisant de Thiel un homme très heureux et plus riche que jamais. Enfin, si on parle argent, il faut mentionner Erebor, nommé selon la montagne solitaire de Tolkien renfermant le trésor des nains protégé par un dragon. Une nouvelle banque, dont Thiel est entre autres un des financiers originels, approuvée par le régulateur bancaire des USA de Donald Trump, pensée pour remplacer la Silicon Valley Bank ayant récemment fait faillite et se présenter en nouveau prêteur phare de la région tech. Alors le business c'est une chose, mais ce n'est pas ça, la vraie réussite de Peter Thiel dans ce second mandat de Donald Trump. Non, Peter Thiel c'est une chose, Trump est vieux, et surtout, il est un peu trop incontrôlable. Le vrai succès dans ce second mandat de Donald Trump pour Peter Thiel, c'est son vice-président, J.D. Vance. Vance rencontre Thiel en 2011, alors que ce dernier venait réciter à l'université américaine de Yale, où étudiait alors Vance, un de ses discours autour de la stagnation technologique de la société. Pour Vance, c'est le coup de foudre idéologique. Les deux hommes vont alors se rapprocher au fil des années. Entre 2016 et 2017, Vance deviendra même un temps directeur chez Mithril Capital Management, un des fonds de Thiel. Thiel aidera même Vance à monter son propre fonds, Narya Capital, du nom d'un des anneaux de pouvoir de Tolkien. Oui, encore. Puis Vance a souhaité s'engager en politique. Et évidemment, qui fut son premier soutien ? Peter Thiel. C'est lui qu'il présentera à Trump. C'est aussi lui qui financera à hauteur d'environ 15 millions de dollars sa candidature au poste de sénateur de l'Ohio en 2022. Donation record pour un unique candidat au Sénat. Lorsque Vance accède au poste de vice-président, plusieurs proches de Thiel jubilent sur les réseaux sociaux. Thiel est le mentor de Vance. Alors certains le qualifient de faiseur de roi. Et il ne croit pas si bien dire. Peter Thiel a dorénavant l'épée, les yeux et potentiellement bientôt aussi la main pour orienter tout ou partie du monde moderne. Il est la puissance silencieuse. Mais que veut-il seulement faire de ce pouvoir ? C'est là que ça devient particulièrement tendu, si ça ne l'était pas déjà assez. Voyage vers la fin du monde. C'est le nom d'un article publié fin 2025 dans la revue chrétienne conservatrice First Things et rédigé par Peter Thiel et un de ses associés Sam Wolf. Dedans, il y cite et analyse Watchmen, One Piece ou encore The Atlantic de Francis Bacon.
Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'on y comprend, et peu de lecteurs confirmés ne s'y trompent, ce qu'est devenu la pensée de Seal avec les années. Au contact de penseurs comme Curtis Yarvin, pour ne citer que lui, son passé libertarien, traditionnel, s'est peu à peu transformé en quelque chose de plus radical, disons. Pour le Seal contemporain, l'antéchrist existe, pas sous forme humaine, mais comme une force trompeuse qui cherche à freiner le développement de la science au nom de la paix et de la sécurité. Le progrès technologique doit être poursuivi sans relâche, et tous ceux qui s'y opposeraient sont bons pour le pilori. Sans ça, l'apocalypse qui l'obsède serait inévitable, et il a abandonné l'idée que les démocraties en l'état actuel soient compatibles avec la destinée du genre humain. On arriverait à la fin d'un cycle, et pour passer à l'étape d'après, seul un pouvoir totalitaire, une nouvelle forme de monarchie au service d'une élite libérée d'entraves, pourrait permettre la reprise du progrès. Seal et d'autres milliardaires de la tech actuelle sont régulièrement, pour ces idées, qualifiés de techno-monarchistes ou techno-fascistes. Et Vance, seulement 41 ans, est leur cheval de bataille pour les années, voire les décennies à venir. Tout ce mouvement, antidémocratique, anti-humaniste et anti-égalitaire porte un nom, les Lumières sombres. Et si personne ne s'en est jamais revendiqué, Seal y est très souvent associé. Et vous l'avez compris au tout début de la vidéo, si pour remettre l'humanité sur la voie du progrès, une grosse partie d'entre nous doivent y passer, difficile de cacher sa nonchalance. Should the human race survive? You're hesitating. Yes? I don't know. I would... S'il s'en fout, transhumaniste convaincu, persuadé que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, il investit en masse dans la recherche contre le vieillissement et dans l'espoir de voir sa vision se réaliser si par malheur il venait à mourir prématurément. Lui a d'ores et déjà annoncé avoir investi dans un caisson de cryogénisation chez Alcor, que j'avais d'ailleurs pu aller filmer en Arizona en 2024. Voilà. En février 2026, l'état de l'art de quelques patrons et politiques de la première puissance mondiale, avec pour chef de file Peter Seal. Alors, reste une question. Comment les stopper? À ça, il existe autant de réponses que d'opinions politiques à contre-courant de leur mouvance, et puis aussi, certains défendent la nouvelle vision de ces lumières sombres, face à, selon eux, un Occident qui ne croit plus en l'avenir et s'effondre sur lui-même. Alors Peter Seal finance, investit, fait grossir ses entreprises et son pouvoir. Et surtout, il attend que ses idées infusent, car depuis 20 ans, il ne cherche pas vraiment à convaincre les foules. Non, il préfère construire un régime dans lequel les foules n'ont plus vraiment leur mot à dire pour avancer à marche forcée. Plus puissant des néo-monarchistes, Peter Seal veut rendre le système obsolète autoproclamé proto-Saruman. Tous les moyens seront bons pour détruire son antéchrist.